Surpris par la nuit. Manu par Souad Ketani. Sans mes lunettes, mais même sans les lunettes. Bon, pour l'instant, c'est pas très... Alors, la plus ancienne doit dater des années 40, du début des années 40. On l'aperçoit, une vague silhouette d'adolescent, déjà un petit peu bossu, avec sur la tête son calot, le fameux calot, en fait, béret. Et il est en train de trier, de dégermer des pommes de terre, probablement. C'était à Mimorin. Avec le grand-père, avec les cousins, voilà. Alors, voilà. Là, la maison de Mimorin, tu peux me montrer où comment c'était disposé les pièces, hein? Ah oui, ouais. Bien sûr. C'est quoi cette photo alors? Bon, alors, c'est que j'ai un truc là. Oui, ça va. Bon, ça fait. Alors là, on entre par le porche là. Il y a un porche, hein. C'est tout carrelé, c'est tout. Derrière, il y a un escalier qui monte dans les greniers, qui sont tout carrelés aussi, les greniers d'ailleurs. Et il y avait un fournier, c'était une ancienne maison d'habitation. Il y a une grande cheminée de 1600 et un truc comme ça. Enfin bon, c'était une maison d'habitation. Alors là, ça appartenait au comte de Mimorin. Le grand-père Lamouche, il a fermé en 1914. Il a fermé, il est venu ici, et il avait 5 domaines à fermer. Et le comte de Mimorin, à ce moment-là, il avait des chambres qui étaient réservées en haut. Quand il venait, par exemple, il montait. Alors voilà. Et ici, c'était l'entrée. Là. Alors l'entrée, il y avait un vestibule, un genre de vestibule avec un grand escalier qui montait dans les greniers, un vaste grenier. Là. Et après, il y avait la cuisine, qui avait une fenêtre dans le coin derrière qui donnait dans le coin. Il y avait la cave qui était en dessous. Puis alors là, c'était la salle à manger, une grande salle avec une grande cheminée. Ils mettaient ces morceaux de bois là-dedans, là, la cheminée. C'était la cheminée, c'était là qu'on se réunissait, quand on allait, les grands-pères recevaient les enfants, tout ça, c'était ici. Là, c'était la chambre de l'oncle Antoine, et ça, c'est la chambre des grands-parents. Puis alors derrière, évidemment, on n'y voit pas, derrière, il y avait encore deux pièces qui donnaient. Il y avait des chambres. Alors c'est là qu'on couchait avec Yvonne, quoi. Yvonne, la grand-mère, quoi. Il n'y a plus de prunier dans la petite cour, ni la traction avant dans le garage, ni les clapiers des lapins derrière la maison. Les prés ont disparu, recouverts par les pavillons, et j'ai du mal à trouver les endroits où l'on ramassait les champignons. Sur la façade de la maison, le crépi a été refait à neuf, et l'inscription 1888 a été effacée. Il n'est plus là, lui non plus. Avec son dos voûté et son pas instable, sa chemise qui dépassait du pantalon, ses grosses mains malhabiles, son regard paisible, fixé droit devant lui. Manu, il est venu en 27. Il est venu en 27. Alors, ma foi, on a toujours vécu ensemble. Quoi. Je me rappelle toujours quand le grand-père, l'arrière-grand-père, c'est-à-dire, oui, l'arrière-grand-père, toi, avec la voiture à cheval,
et une voiture à roues caoutchoutées avec une capote pour le baptême. Je me rappelle toujours, et j'étais pas vieux, hein. J'avais que 6 ans, quoi, et dès que j'allais en vacances là-bas, quoi. Mon père était mort en 26, j'avais 5 ans. Et puis ma foi, Marius, ma foi, on a vécu ensemble, quoi. On a trouvé ça normal. Même après, quand ils ont quitté, qu'ils se sont mis en retraite, qu'ils étaient dans la maison à Lusigny, et ma foi, Marius faisait partie de la famille, quoi. Et il nous connaissait, quoi. Mais enfin, bon, il était vraiment ni savait lire, ni truc comme ça, quoi. Dans l'acte de naissance, donc c'est l'extrait des registres de l'état civil. Le 24 juillet 1927, 23h30, est né à Mimorin, Marius Denis Lamouche, du sexe masculin, de Louis-Antoine Lamouche, né à Paris-le-Frésil-Allier, le 6 décembre 1888, et de Jeanne Vignol, née à Paris-le-Frésil-Allier, le 20 septembre 1894, donc délivré en mairie le 12 février 1994. Tout ce que je peux dire, c'est que là, j'ai passé des vraies bonnes vacances avec lui, avec son père et puis sa sœur, sa grand-mère. Vraiment des vacances que je me rappelle formidables. Je ne me faisais pas prier pour y aller, hein. Mais bon, hein, ça c'était ma maison, ça. Qu'est-ce qu'il y avait de bien là? Bah, c'était la vie de la campagne, quoi. C'était la vie vraiment qui me plaisait, quoi. Puis moi, j'étais pas tout seul. Il y avait Yvonne, on était du même âge, on était ensemble, quoi. Puis j'ai suivi le grand-père, quoi, tout ça. Quand il faisait ses cartouches, il m'emmenait à la chasse quand j'étais un peu plus grand, quand j'avais 8-9 ans. Il m'emmenait, j'en perdais pas, hein. C'est là que j'ai commencé d'aimer la chasse, puisque malheureusement, j'avais toujours un lance-pierre, c'est pas que c'était bien, mais enfin bon. Et puis j'étais en vacances près de lance-pierre, et puis là on avait toujours un marchand de cycle qui nous passait les chambrières pour faire des élastiques, le cordonnier pour faire la poche, et puis j'en avais pas mis bon. Alors j'étais pas heureux, hein, pas de lance-pierre pour tirer histoire de rien tuer, quoi. Enfin bon, pour faire c'est un truc t'es habitué à ça, quoi. Puis j'ai toujours aimé la campagne, alors les bêtes, les chevals, puis il y avait le grand-père à ce moment-là, l'arrière-grand-père, qui m'emmenait avec le cheval, c'était Bijou qui s'appelait, et puis ma foi, il m'emmenait, alors j'étais heureux, quoi, on pensait... C'était la vie au ralenti. Non. Yvonne venait, mais lui, c'est... Non, on ne l'amenait pas, c'est rare quand il venait. Puis il y avait un grand jardin derrière. Ça, c'était le coin rêvé, quoi. C'était vraiment la rivière à côté. Il y avait des étangs, des petits mares pour pêcher les grenouilles. Bon, c'était ma vie, ça, quoi. Et comment il s'occupait, Marius, à ce moment-là? Parfois, il se promenait, là, il était dans la cour, quoi. Il regardait un peu tout et nous regardait de loin plutôt, si vous voulez, quoi. Enfin bon, mais il s'exprimait pas, il pouvait pas nous exprimer ni dire je veux ceci ni cela, non. Non, il était comme ça, hein, il était vraiment. Alors, photo suivante. Cette fois-ci, il a quelque chose sur la tête parce qu'il est à l'extérieur. Et à la campagne, on a toujours quelque chose, enfin à l'époque en tout cas, on avait toujours quelque chose sur la tête quand on était à l'extérieur. Mais cette fois, c'est un chapeau de paille. Et il est avec 2 petites filles. Il est assis auprès d'elles, presque
tendrement, il les touche pas, mais on sent qu'ils sont bien ensemble. Et ça aussi, c'est normal. Il était toujours bien avec les enfants, comme avec les animaux. Sauf les chats. Il ne supportait pas qu'il y ait un chat dans sa chambre. Alors il se mettait à pousser des espèces de glapissements. Tant qu'on n'avait pas réussi à faire sortir l'animal, il était hors de question qu'il aille se coucher. La photo a été prise donc dans la deuxième maison du grand-père, celle qui était près du bourg, et où son champ de pérégrination était un petit peu moins étendu qu'avant, parce que c'était près du bourg. C'était même un petit peu dangereux. Une fois, il était tombé, il s'était blessé. Mais il continuait à tourner en rond et à venir réclamer un morceau de pain dans la cuisine. Un crouton, on disait un crognon de pain. Manu, c'était l'ami de tout le monde. Il freiquentait tous les voisins, il venait dire un petit salut à sa manière, puisque il ne parlait pas, il avait des difficultés, mais il était très proche des gens. Il venait faire le petit salut matinal, et puis par des gestes, il s'exprimait, il participait à sa manière à la vie des fermes. Et puis ensuite, on est devenus voisins. Il était donc chez son père, à proximité de chez nous, et on le voyait tous les jours. Là encore, il se trouvait au bord de la route. Il allait à la rencontre de tous les gens, toujours pour leur dire bonjour. Et puis il disait quoi encore ? Pas tellement de choses. Hein. Non, il disait bien non quand il... Enfin, l'a bien connu aussi. Oh, ben c'est bien connu, moi. Oui. Ah, Manu, oui. Elle aimait bien les animaux aussi. Les chevaux surtout. Ah, oui. D'ailleurs, j'avais des chevaux dans le pré, elle connaissait leur nom. Il y en avait 3, je disais, tu vas chercher un tel. C'était le coco, elle emmenait le coco. C'était le ramier, elle emmenait ramier. Des fois, elle les prenait dans le pré, et puis le cheval s'arrêtait, elle n'allait pas plus loin. Il fallait que j'aille le chercher, moi. Ah bah oui, Mais elle connaissait le nom des chevaux. Puis elle les flattait comme ça. Il emportait son bac d'avoine, Oui. et puis le cheval mangeait. Et puis lui, ben, il s'asseyait. Elle se mettait à genoux. Ah, oui, il s'asseyait à côté. Et puis il attendait que le cheval mange. Et après, il mettait l'icole. Comment ça s'appelle ? Oui. L'icole. Puis j'allais, parce que le cheval le connaissait, il savait qu'elle n'avait aucune défense. Alors, le cheval s'arrêtait pour ne voulait pas aller plus loin. Ça fait que j'allais chercher le cheval, et puis ça suivait tout. Oui. Et puis on avait un taureau qui était méchant dans le pré. Moi, je n'allais pas. Lui traversait le pré comme ça, et le taureau ne l'a jamais touché. Hein. C'est bizarre. Il Hein. ne l'a jamais poursuivi. Jamais poursuivi. Et moi, je ne pouvais pas y mettre les pieds dedans. Et Manu traversait, le taureau le regardait, mais jamais cherché à courir dessus. Ah, des souvenirs. Puis elle aimait bien de faire son tour, elle allait dans les fermes là autour. À droite, oui. On va ressortir là, juste en face, le fameux pré. Monsieur Lamouche, là. Oui, c'est bien ça, oui. Oui. Oh, c'est récent, là, c'est tout récent. Il y a 4 ans. Hein. 4 ans. Hein. C'est tout neuf. Voilà. C'était des terrains très humides. Alors, il y avait, là, vers les maisons, là, il y avait une mare, là. Ouais. Avec les fameux saules autour, et puis les saules étaient tout le long, là. Alors, il y avait tout un tas, ces petites fermettes typiques de la Sologne bourbonnaise, il y avait tout un tas de parcelles autour des bâtiments d'exploitation. Et voilà. Là, la petite, non, pas l'autre, là. Voilà.
C'était à une époque où il n'y avait pas de construction comme on connaît, il n'y avait pas de lotissement, c'était la campagne. Au moment où on est venu à Lusigny, qu'on était voisins, nous, c'est en 65, quelque chose comme ça. Oui. Où il habitait, c'était une petite fermette. J'avais vu Oui, Monsieur Lamouche son père avait des animaux, avait des vaches, avait 2 ou 3 vaches. Mais elle existe toujours, la maison, là? Oui. Ah oui, mais Oui, mais il n'y a plus de terrain avec. Il n'y a plus de terrain, ça. Oui, le terrain, le monsieur qui a acheté la propriété a tout rénové d'abord. Oui, à rénover. Et puis, bon, quand il est parti, il a vendu les bâtiments à un ménage et puis les terres à d'autres personnes qui ont construit. Il n'y a plus de prêt. En fait, on le voyait presque tous les jours. Il s'approchait très souvent de la grille de chez nous. Mais je me souviens très bien de sa silhouette. Je me souviens de son chapeau. Oui, le chapeau ou une casquette. Un béret. Ou un béret, oui. Mais c'est tout à peu près ce que je me souviens, en fait. Parce que je suis partie en 81, en fait, d'ici. Donc, j'ai complètement perdu, en fait, J'ai plus de vision autre que celle de quand il venait nous voir avec ma sœur au portail. Et évidemment, on n'avait pas de conversation, mais enfin, il avait toujours un petit sourire. C'était une figure, une silhouette familière de chez nous, quoi. Il était juste à côté, donc. Je ne sais pas s'il allait plus loin que la maison. Ah oui. C'était, malgré sa complexion, c'était un très grand marcheur. Alors, il marchait, quand mon grand-père était à Mimorin, il marchait très longuement, il allait dans les champs, il passait dans les troupeaux, même s'il y avait un taureau ou quelque chose, il n'avait pas peur, il ne connaissait pas la peur par rapport aux animaux. Et les animaux le respectaient comme ça. Et donc, il marchait beaucoup et il se perdait rarement. Il avait un sens de l'orientation tout à fait développé. Et quand il est venu au bourg de Lusigny, donc c'est un bourg de 1000 habitants, il a continué à sortir. Il n'allait pas très loin parce qu'il ne connaissait pas, mais il avait ce besoin de marcher. Et puis le deuxième souvenir de pratique répétitive, si je puis dire, eh bien, il avait un hobby. Pour lui, c'est pas vraiment le mot qui convient, mais c'était de fendre des bûches. Donc, il allait casser du bois. Et il avait une dextérité absolument remarquable pour quelqu'un d'handicapé à ce point-là. Et quand il ne marchait pas, un petit peu, en dehors de suivre mon grand-père, il allait fendre du bois et des grosses bûches. Donc, on entendait des coups absolument très forts, et c'était lui. Alors que d'aucuns, en le voyant, n'auraient pas du tout imaginé ça. Alors là, il est dans la cuisine, et près de lui, il y a la Marie, qui était la bonne du grand-père. Il a son air habituel, il a ses grandes oreilles décollées, et les mains sur les genoux. Il doit être assis sur le coffre à bois. Et ça, c'est important parce que le bois, il adorait en couper. Il le coupait toujours à la mauvaise longueur, mais il le coupait, il le fendait. C'était une partie de ses occupations de la journée. Donc, il est assis sur la corbeille à bois, c'est important. Et puis aussi, ce qu'il aimait, parce qu'il mangeait toujours son pain, il avait toujours un morceau de pain dans ses mains. Et il partait dehors, et puis hop, il égrenait toutes les miettes. Et les poules derrière ramassaient les miettes. Parce qu'elles y savaient, les poules. Elles savaient qu'il leur donnait les miettes. Elles étaient tout autour de lui. Ah oui, ça, c'est des choses qu'il faisait toujours. Surtout chez nous, c'était pas loin. Il venait et hop,
Et puis à l'époque de ton père, à ces saison-là, descendait le foin pour les bêtes, pour les vaches, montait au fenot et allait avec sa fourche à mettre du foin pour la journée. Hein, c'était son travail, ça. Toujours pareil, là c'était la propriété de M. Girard. Hein. En réalité, M. Lamouche Antoine, à gauche, lui, il n'avait pas de propriété. Alors à partir d'ici, là, de cette route-là, toute cette partie-là, c'était des champs qui appartenaient à M. Girard, qu'exploitait M. Lamouche. Voilà, vous voyez ce que c'est devenu. Tout le long, là, c'était pas profond, c'est pas profond du tout. Et alors, qui habite là ? Des gens qui travaillent sur Moulins, ou Dompierre, ou Bourbon-Lancy. Quelques-uns qui... lui, le monsieur, là, il travaille au centre d'essai des grues Potin, là. Vous connaissez tout le monde ? Oh, je connais de moins en moins de monde. On tournait à droite comme ça, on reviendra, ça sera pas dangereux. On va revenir sur le lotissement industriel. Ah, je connaissais tout le monde, oui, mais j'avais même, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, au début où j'ai travaillé à la mairie, je connaissais le nom de jeune fille de toutes les dames. Et la date et le lieu de naissance de 80% des gens de l'usinier. Je m'en allais dans des services sans emporter de papier. On me demandait des renseignements d'état civil, je pouvais les fournir sans avoir de papier. Et puis la commune a tellement bougé, il y a tellement de gens qui sont venus de l'extérieur. Petit à petit, j'ai perdu le fil de leur état civil. Et puis actuellement, bien sûr, depuis 6 ans que je suis en retraite, c'est une commune qui bouge beaucoup. 50% de la population a changé en 6 ans de temps, hein, l'usinier. Je ne sais pas s'il allait plus loin que la maison. Ah oui, je le Je me voyais. souviens pas plus en fait. Je travaillais à la mairie, moi, ça se trouve à environ 100 mètres. Je le voyais passer. Il allait jusqu'au carrefour, jusque vers le coiffeur. Il s'arrêtait là. Il s'arrêtait d'ailleurs assez où le danger commençait. Parce que la route, il traversait pratiquement pas les transversales. La route du Mont, il la traversait pas. Et là, il descendait par ici. Pourquoi ? Parce qu'il y avait les champs. M. Lamouche avait des champs là, juste au-dessous, là, pas loin d'où on habite, là. Et vous l'invitiez dans votre maison ? Pardon ? Vous l'invitiez Non. à... Non, je dirais même que on cherchait toujours, à rester très près, mais on évitait qu'il s'introduise. Voilà. De toute façon, personne ne l'invitait comme ça. Tous les gens étaient très près de lui, mais personne ne l'invitait à la maison, parce que d'abord, comme il ne pouvait pas s'exprimer, c'est vrai que ça pouvait poser des problèmes. Mais on avait peur qu'il s'incruste, si vous Voilà. voulez, une fois rentré et qu'il ne puisse pas repartir, pas Il le mettre pénétrait dehors pas, non il pénétrait plus. pas chez les gens. Non, il venait juste dans l'allée, Oui. là, à côté de Oui. chez nous. Il y avait un petit passage. Il venait juste dire bonjour dans l'allée, mais on évitait de le faire rentrer parce qu'une fois rentré, on ne savait pas s'il allait rester longtemps ou qu'est-ce qu'il allait faire, quoi. Alors bon, on évitait, on allait toujours lui dire bonjour parce qu'il venait toujours pour nous serrer la main, mais on évitait de... Parce qu'on a eu peur qu'il s'incruste, si vous voulez, que tous les jours ils viennent. Bon, excusez.
dire ça, mais c'est la vérité. Bon. Ah, mais il avait bien le sens des limites. Hein. Oui. Il savait oui, qu'il ne il savait. fallait pas oui. s'introduire. Oui. Quoi. On le voyait jamais. Dès que quelqu'un sortait, il s'approchait pour saluer, à sa manière, bien sûr, mais il ne cherchait pas à pénétrer. Bah, de toute façon, à ça, vous allez. Hein? Bonsoir. Bonjour. On fait une émission sur un monsieur qui habitait Lusigny et qui est parti il y a un moment, qui s'appelait Marius Lamouche. Ah, d'accord. Vous le connaissez? Ouais. Ouais? C'est vrai? Bah oui, disons... c'est pour la famille à René, ça? À Yves. Oui, à Yves, mince. Habité là-bas vers Fille-Morin. Mi-Morin. Mi-Morin. Est-ce que c'est... Et vous vous souvenez de lui? Non, mais disons que j'ai entendu parler, puisqu'on on va chasser là-bas, je chasse à côté, avec bon. Ah d'accord. C'est pour ça Vous que... aviez entendu à son sujet? Rien de mal. Rien de mal. Et vous savez comment il était? Non, il était trop... on a trop disons, pas d'écart, mais... Parce qu'en fait, il parlait pas, Non, j'ai pas Non, de... vous n'avez pas entendu parler Non, de non. ça. Pas du tout. Vous êtes d'où? Où on est? Ouais. On est tous deux, on est tous nés du pays. D'accord. Et si vous voulez voir où on est né, on peut vous le faire voir. Si, on peut vous le faire voir. On est né dans l'état des vaches. Ça vous semble ridicule, mais à l'époque, nos parents accouchaient quand on était à la campagne, et donc notre mère a accouché ici. Ça vous semble peut-être ridicule, vous de la ville, mais c'est comme ça, quoi. Parce que disons la maison a été transformée en étable. C'est pour ça qu'on... Voilà. Les enfants, c'est la 7e génération qui sont ici. Ah ouais? Oui. Il me disait, Marius, moi j'ai dit, c'est quoi, faut que je cours là-dedans? Mes parents. Mais moi je ne connaissais pas sous le nom de Marius. Vous savez, tout le temps on disait le verdun. Le verdun, voilà. C'est vrai, on disait tout le temps le verdun. Oh, il a suivi un chemin, il a suivi un autre. Mais il partait de la maison. Il s'en allait se promener, puis il revenait. Mais pour être tout le temps à la maison, il revenait jamais. Il revenait pas, quoi. Et puis il mangeait avec le grand-père. Et puis le soir, il revenait manger et coucher.
Qu'est-ce que ça veut dire le bredin? Le bredin, c'est... C'est un mot patois. C'est bredin. Oui, bredin, c'est le mot bourbonnais. Ça veut dire bredin, comme une autre, une personne qui est pas normale comme une autre. Et qu'est-ce qu'il avait de pas normal Il était tout attiré, vous savez, les mains, les jambes, il marchait tout drôlement, quoi. Il ne pouvait pas suivre, quoi. Et puis, il allait jamais chez personne, quoi. Il ne pouvait pas y aller parce que... Non, il était bête. Et tout le temps, il était bête. Alors, vous savez, il ne pouvait pas... non, et puis il causait pas. C'était comme une figurine, quoi. Vous savez, il était tout un peu... Et il s'en allait dans des routes, et il essayait bien de causer, mais il ne pouvait pas. Hein. C'est comme ça, hein, la vie. J'ai retrouvé une photo de lui quand il avait environ 2 ans. Il avait l'air d'un enfant à peu près normal. Oui, il n'avait pas une grosse tête, mais enfin bon, le grand-père avait une grosse tête. Mais il avait l'air d'un enfant normal, souriant. Simplement, il y a un truc surprenant sur cette photo, c'est que ses bras sont flous, sont complètement flous. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé, on ne voit pas très bien, c'est une très vieille photo, et pourtant c'est une photo prise par un photographe. Je me suis demandé si on n'avait pas enveloppé ses bras dans quelque chose ou mis quelque chose devant ses bras, peut-être parce qu'il les bougeait tout le temps, je ne sais pas. En tout cas, il ne les bougeait pas spécialement après. Mais c'est assez surprenant, en fait, parce que la photo est une photo traditionnelle, faite très officiellement par la famille pour représenter... bon. Mais il y a ce détail un peu curieux des mains qu'on ne distingue pas, des bras, des avant-bras qu'on ne distingue pas bien. Ah, c'est naissance. C'est naissance. Ah, naissance, oui. Et je pense qu'il s'est produit, j'en sais rien, c'est naissance. Et on a tout de suite su qu'il serait comme ça? Bah, je crois, oui. J'étais pas vieux, hein, je suis pas bien au courant, et ils n'en parlaient pas trop. C'est ma tante Lucie, quand on était seul, parce que j'ai perdu, nos parents s'est trouvés orphelins. Moi, j'avais 21 ans, ma soeur 19. Alors, c'est l'autre fille, la mouche, là, tante Lucie, qui est venue avec nous pendant quelques temps, quoi. Alors, je suis marié l'année d'après. Alors elle est venue pour vivre avec nous. Alors c'est elle qui nous racontait un peu des trucs, des histoires de famille, quoi, davantage. Et ma mère s'étendait pas trop là-dessus. Je pense qu'à l'époque, c'était certainement un sujet tabou. On n'en parlait pas comme maintenant de ces sujets-là. Maintenant, c'est vrai, c'est beaucoup plus ouvert, on en parle davantage, mais on n'a jamais eu vraiment de... J'ai entendu parler, elle disait que vraiment... sa mère ne voulait pas serrer, elle ne voulait pas y dire, enfin bon, c'était ça qui a produit, je ne crois pas, enfin bon, ça se disait comme ça. Quoi. Ça, c'est parce que les gens ne comprenaient pas, que c'était facile de dire, je ne pense pas que ce soit la réalité. Et qu'est-ce qu'il avait au juste, hein? Bien, à la naissance, il avait quand même... je pense qu'il avait quand même des petits problèmes, mais il a eu ce qu'on appelait à l'époque des convulsions, un peu plus tard, et il y a eu un empêchement du développement du cerveau, hein, et un manque de développement du squelette. C'est-à-dire qu'il était extrêmement voûté,
extrêmement voûté. À la fin de sa vie, il était quasiment cassé en deux. Et il était très fragile au niveau des os. J'ai toujours entendu parler de convulsions. On a parlé de convulsions quand il était petit, des convulsions qui étaient très très fortes et qui allaient jusqu'à lui faire avaler sa langue ou presque. Et on m'a raconté que ma grand-mère mettait dans sa bouche une cuillère pour qu'il serre les dents dessus et qu'il n'avale pas sa langue. Sauf qu'un jour, elle n'avait pas de cuillère à portée de main et que ce jour-là, elle a mis ses doigts. Et c'est grâce à mon grand-père qui est arrivé juste à ce moment-là qu'il a trouvé en train de s'évanouir qu'elle n'a pas eu les doigts sectionnés. Pour moi, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière ce mot convulsion. Ce qui est certain, c'est qu'après, il n'y a plus eu de signes. Moi, du temps où je l'ai connu, il n'avait pas de maladie particulière, il n'avait pas de crise. Je pense qu'il les a eus effectivement quand il était tout petit et que son développement s'est arrêté à ce moment-là. C'était quelque chose qui, à l'époque, ne se soignait pas. À l'heure actuelle, il vivrait normalement. En tout cas, tout a été fait. C'est probablement une des rares occasions où la grand-mère soit allée un peu loin de la campagne. Elle n'avait pas fait la guerre, donc elle n'était pas partie. Elle est allée à Lyon. Bon, Lyon, c'est 250 km à peu près. Et il s'était allé consulter un spécialiste à Lyon qui leur a dit qu'il n'y avait absolument rien à faire. Voilà. Mais la raison, on ne la connaît pas en fait. C'est pas du tout si c'est génétique ou si c'est vraisemblablement génétique. Ça lui est arrivé d'être en colère? Oh, écoute, jamais. Moi, j'ai jamais vu Manu en colère. Quand il voulait pas... Si, il savait quand même se manifester, mais jamais de colère. Jamais de colère. À crier un peu, si son père ne le laissait pas faire. Oui. Jamais de colère, ouais. Non. Il se manifestait comme il pouvait, mais c'était pas méchant. Pas du tout. Il est né comme ça. Ouais, il a marché tard d'abord, il a marché à 3 ans, je crois. Et puis parler, il a pratiquement pas parlé. Que par la suite, dire quelques mots, mais pas trop, hein. Seulement se faire comprendre, on le comprenait bien. Tout ce qui... En fait... Une année, quand elle a eu l'appendice, elle se plaignait là, du ventre, elle était comme ça, puis elle se roulait, ils ont compris là qu'elle avait l'appendice. Elle était opérée. Oui, quand il avait mal, et ça, il se faisait comprendre. Hein. Il montrait bien l'endroit où ça faisait mal. On pouvait le soigner, parce qu'il montrait bien... le mal qu'il avait. Elle avait mal aux dents aussi. Mais elle était là. Elle se touchait là, comme ça. C'était pas facile de le soigner, les dents. Toi, on ne pouvait pas l'ouvrir. La bouche comme on voulait, c'est vrai. Il fallait qu'elle l'ouvre de lui-même. Hein. Alors, il y a une chose qu'il détestait, qui le faisait râler, il détestait être rasé. Ça, c'est... Alors, mon grand-père le rasait avec un rasoir mécanique, et c'était une sorte de corrida pour le faire tenir tranquille et le faire se raser. Alors, à tous les coups, mon grand-père le coupait parce qu'il se débattait. Mais après, il était très content d'être rasé. C'est-à-dire que de se regarder dans une glace, ça lui faisait plaisir. Il n'aimait pas non plus se faire laver.
hein. Et à la campagne, à l'époque, on prenait une grande bassine, c'était valable pour nous enfants aussi, hein, et on mettait l'impétrant dans sa bassine, on l'avait à grande eau chaude, hein, mais ça il n'aimait pas du tout, hein, il n'aimait pas du tout. Quand il était en colère, il criait Ah oui. des côtés. Oui, il s'exprimait quand il était en colère, il criait, on disait « Oh là, ça va pas aujourd'hui », il se dispute avec son père surtout. Ah, il criait d'une façon étonnante, hein. Ça nous impressionnait ça, d'écouter crier comme ça, hein. C'était... on disait « Ça va mal aujourd'hui hein. ». Il s'exprimait de cette façon-là, hein. Il n'y avait pas d'autre façon puisqu'il ne parlait pas. Hein. J'aurais dû en mettre de côté. Les enfants de ma génération, quand on allait aussi quelquefois en vacances à Mimorin, Pierre il m'a eu beaucoup Mimorin. Ah oui. On allait avec ta mère et puis ils vont s'amuser. Et c'est vrai que de notre enfance, on est parlé avec mes sœurs tout à l'heure. Et on se rappelle de Marius, l'impression qu'on avait quand on était enfant, on ne comprenait pas bien de voir comment il se comportait parce qu'en fait c'était un adulte. Et la première scène où je le vois, c'est quand il sortait de la maison et il cherchait sa mère parce qu'il avait, défait son pantalon. Il voulait aller aux toilettes et il n'était pas capable de faire tout seul. Et je vois. C'était toujours mon père qui faisait ses bretelles, quoi. Toujours, il fallait toujours. Et oui, ça, c'est des images. On savait que c'était quelqu'un qui n'était pas comme nous, mais il avait toujours vécu à Mimorin, donc on fait. Nous, enfants, quand on était petits, nous faisait un petit peu peur. On avait un retrait parce qu'on ne comprenait pas. Il ne parlait pas. Sa façon de patacher, comme disait ma grand-mère, arrête de patacher. Il marchait en traînant les pieds dans la cuisine. Ça faisait un petit bruit caractéristique. Et puis, des images de gens qui, quand il passait à côté de lui, souvent lui donnaient une petite tape sur l'épaule gentiment, qui... se comportait un petit peu avec lui en fait comme avec un bon chien. Encore que c'est une image qui me vient aujourd'hui et qui à l'époque ne me venait pas du tout à l'esprit encore une fois. Il était à la fois humain et pas complètement humain. Il ne partageait absolument aucune de nos préoccupations. Il faisait froid, on l'habillait chaudement. Il faisait chaud, on l'habillait légèrement. Il ne réclamait pas grand-chose. Il disait par exemple « Acte va, papa ». « Acte va, papa ». Ça, il savait dire. Il savait dire « merde » aussi. « Merde ». Très bien, très nettement, très distinctement. Et sinon, des choses... Je me souviens de « Ameuya ». Et je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Mais il le disait très souvent. « Ameuya ». Bon. Il voulait être sans arrêt sécurisé par rapport aux gens qu'il aimait le plus. Donc c'était son père qui, je pense, il aimait le plus. Il aimait sa mère, je pense. Et son père, dès que mon grand-père partait quelque part, il disait, parce que il disait quand même quelques mots, hein. Il disait « Ah, que tu vas, papa hein, », c'est-à-dire « Où tu vas, papa ?» Parce que ça, il était très curieux. Hein. Il avait envie d'avoir une réponse à un départ. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant, surtout quand on est enfant, quand on a vécu un petit peu en osmose avec lui. Hein, et il fait partie de ma vie, si je puis dire, puisque quand vous naissez, que vous apprenez à marcher, qu'il y a quelqu'un comme ça près de vous, il fait partie de votre vie. Hein. Et justement, quand j'étais petit, il avait ce geste qu'il a conservé tant que je n'en ai pas trop grandi, c'était valable aussi pour ma sœur, c'est qu'il adorait toucher la tête. Il adorait toucher la tête. C'était un geste amical. Ah oui. Et puis, je ne sais pas ce qu'on peut dire aussi de lui, c'est quand, pour les... Par exemple, si on faisait un repas
Et puis qu'on ouvrait une bouteille de champagne, en principe, les bouchons sautaient au plafond parce que des fois on les retenait. Oh là, ce qu'il pouvait rire. Ah, mais il riait, on l'entendait. Il riait de bon cœur. Et ça, c'était une joie pour lui d'être avec tout le monde et puis de voir des choses comme ça qui le faisaient rire, quoi. Il aimait bien. Et autre chose, il avait aussi une forme de sens de l'humour. Il riait. Il prenait des fous rires. Des fous rires sur des situations que nous on trouvait peut-être pas très drôles, mais que lui trouvait très drôles. Quand j'étais enfant, ma grand-mère qui tombe dans la cuisine parce qu'elle a glissé, ça nous faisait rigoler. Lui, ça le faisait également rigoler. Hein, un exemple. Hein, il était très sensible aux comiques de situation. Même si c'est pas drôle, ça fait rigoler. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui était entouré de beaucoup d'amour familial, si je puis dire. C'était très dur pour ses parents, bien sûr, d'avoir eu un enfant tel que ça, mais ils avaient, comment dirais-je, ils avaient une façon de l'intégrer dans leur vie, dans notre vie, qui était, avec le souvenir, très sympathique, parce que il ne lui imposait finalement pas grand-chose. Hein. Donc c'est plutôt une vie agréable quand on vous impose pas grand-chose. Hein. Et toi, est-ce que tu lui parlais, tu jouais avec lui, tu avais l'impression qu'il comprenait ou comment ça se passait, votre relation, sur quel mode elle était? On lui parlait, oui, bien sûr, on lui parlait, mais avec lui, c'était plutôt pour râler, c'était pour lui dire Manu, ôte-toi de là, Manu, t'as marché dans une crotte de poule, va t'essuyer les pieds. C'était très limité en fait. Des jeux avec lui, pas vraiment, parce qu'il était complètement indépendant. Et c'est ça qui est très étonnant en fait, c'est on ne le percevait pas comme un enfant, bien qu'il ait en réalité, enfin bien que son développement ait été à peu près celui d'un enfant de 2 ans. Mais on ne le percevait pas comme un enfant. Alors, mon grand-père jouait avec lui, oui. Il le taquinait, il s'amusait à lui ôter son chapeau. Alors Manu râlait, il poussait des espèces de petits cris pour que le grand-père le lui rende. On le taquinait, oui, on le taquinait un petit peu, mais jouer avec lui, non, ce n'était pas vraiment possible parce que il n'entrait pas dans les jeux. Puis de toute façon, il avait quand même envie de participer un peu à la vie des adultes quand il y avait les battages à la machine ou quand il y avait des choses qui se passaient dans la maison, quand les hommes allaient travailler quelque part dans la maison. D'ailleurs, la première photo, on le voit en train de dégermer des pommes de terre. Et là, il participait en fait. C'est-à-dire que je crois que mes grands-parents ont considéré qu'il avait un développement, même si en réalité il n'en avait pas. C'est-à-dire qu'il a probablement été traité comme un enfant tant qu'il était enfant, mais en grandissant, on le traitait comme un adulte. Il a toujours dormi dans la chambre de mes grands-parents. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi il a toujours dormi dans la chambre de mes grands-parents. Je crois que ça le sécurisait beaucoup. Je pense qu'ils avaient sans doute essayé de le faire dormir ailleurs. Je n'en sais rien, je n'ai pas demandé. Hein. Mais il est certain que c'était un couche-tôt.
Il allait se coucher après avoir mangé le soir, et on savait que Manu était au lit dans la chambre des grands-parents. Mais c'était un dormeur d'une discrétion exemplaire, c'est-à-dire qu'il faisait très peu de bruit. Et je me souviens, étant môme, j'allais parfois le soir me coucher à côté de mon grand-père, parce que ma grand-mère veillait beaucoup plus tard. Mais mon grand-père était un paysan, donc il se levait très tôt, donc il se couchait un peu plus tôt. Et j'étais bien dans le lit, je savais que Manu était à côté dans l'autre lit. Vous savez, ces vieux lits à rouleaux, enfin ces vieux lits paysans. Et c'était comme si le monde était bien établi pour un enfant. Et c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse dormir ailleurs qu'avec mes grands-parents. Et ma grand-mère est disparue à la fin des années 60, et il a continué à dormir dans la chambre de mon grand-père. Bonjour, on a rendez-vous avec le docteur Dacnay. Dacnay, oui. Je vais voir en valeur ici. Attendez, je vais voir si est occupé, je vais voir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les enregistrés? Les vrais? Les vrais? Un petit reportage? C'est vrai? Après le goûter? Il était beaucoup plus jeune. Là, il est beaucoup plus jeune. Là, ici, il est beaucoup plus jeune. Voilà. Parce que moi, je l'ai connu en 97, quand je suis arrivé sur le moment aussi. Ah oui, c'était à la fin de sa vie. C'était, oui, parce que je ne sais plus quand il est décédé. 99. Oui. C'était les 2 dernières années, en fait. C'était les 2 dernières années. D'accord. Ok. T'es un monsieur qui ne parlait pas. Oui. Hein? D'accord. Oui, donc vous vouliez... Ben non, mais savoir comment il était ces 2 dernières années, parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages juste avant sa mort. Alors, comment il était, c'est que c'est quelqu'un qui tranchait beaucoup déjà par sa physionomie par rapport aux autres résidents, hein, en fin de compte. C'était un monsieur assez menu. Moi, je m'en souviens comme un monsieur assez menu, bon, qui communiquait essentiellement par le regard, par les gestes. Hein. Alors à l'époque, il y avait une équipe à Montmorency qui le connaissait de longue date, donc qui avait bien intégré un petit peu comment il fonctionnait dans sa communication. Hein. Monsieur qui faisait peu de bruit en fin de compte dans la structure. Hein, c'est-à-dire qui passait assez facilement inaperçu, mais qui arrivait à se faire bien comprendre cependant. Hein. Alors il y a aussi le prénom, hein, c'est pour ça que moi je me rappelle pas toujours de tous les résidents, mais je sais pas, il y a des prénoms comme ça qui font que vous vous rappelez des gens. Hein, le prénom de Marius, c'est quand même pas n'importe quel prénom. On a été le voir plusieurs fois même. Et elle nous reconnaissait bien. Ah, oui. On lui apportait un pâtier de bonbons, elle était content. Des gâteaux surtout. Oui. Bien. Puis il était heureux, il nous reconnaissait et il était heureux. Moi, je me souviens bien, il venait s'asseoir à côté de moi et puis il montrait toujours ses habits, comment il était habillé. Il avait bien ses habitudes aussi, comme ça, de montrer ce qu'il avait sur comme vêtements. Et il me montrait comment il était habillé. Il me montrait ses chaussures aussi. Et puis il était heureux qu'on aille le voir.
Ça, qu'il ça, aimait c'est bien ça. d'être propre, il était propre de lui-même. Il n'aimait pas de la saleté. Hein. C'est Ah oui, vrai. ça, Ah, il était toujours il était- propre. s'il y avait quelque chose, tout de suite à s'essuyer. Et puis Ouais. même si un bouton manquait à ses vêtements, eh bien, il montrait bien que le bouton manquait et qu'il fallait le remplacer. Ah, il y a tant de choses chez lui qu'on comprenait bien. Oh, l'arrière-grand-père. On a hein. un grand-père? Oui. Bah ouais. Oui. Il est mort en 81. Ah, 81. Ouais. Antoine Lamouche. Hein. Oui, oui, Antoine Il est mort en Lamouche, oui, oui. 81. Ben, alors en 81, Et Marius, il est mort en quelle année? 99. Ah, 99. Ouais. eh ben, il est resté 18 ans tout seul. Hein. 18 ans. Ouais. Oui. De novembre 94. Tu vois, c'est un courrier que vous m'avez envoyé pour. J'étais obligé de signer quand il y avait quelque chose à faire. Yves Pinault, Henri Baptiste, bon. Merci de bien vouloir signer. Monsieur Brochet, tuteur, enfin bon, le compte rendu de gestion demandé pour la première fois de Manu plus riche que moi. Enfin bon. Une fois signé, tu le renvoies, vous demandez au tribunal. Tout est oblitéré, je t'en remercie. J'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, les enfants grandissent. Antoine 11 ans, 6e, Martin 9 ans, Camille 7 ans. Bonjour à tout le monde, Yves. Je dois fermer le livret de caisse d'épargne. Ah, ça, c'est novembre 94. Je dois fermer le livret de caisse d'épargne de Manu, où il reste d'ailleurs peu d'argent, pour reverser son contenu sur son compte bancaire. J'ai fait la demande d'aide sociale, car le séjour à l'hôpital est de l'ordre de 9 000 francs par mois, ce qui dépasse de loin sa pension, et son compte bancaire va être bloqué au profit de la DARS. Merci donc de poser la signature sur l'imprimé et joindre leur tournée par retour de courrier, avec remerciements bien sincèrement, Yves. Ma nouvelle adresse, Varennes-Saint-Hilaire. Voilà. Les derniers trucs que j'ai. Alors, 98, non, 99. 99 qu'il est mort. Allez. Il avait encore 5 ans avant. Oui. En fait, il est rentré en 81 suite à l'hospitalisation de son papa. Il vivait donc avec son père au domicile. Son père est tombé malade, il a été hospitalisé. Et moi, je l'ai connu en 83. Donc, quand j'ai commencé de travailler, il était déjà hospitalisé. Et donc, comme c'était un petit monsieur qui ne posait pas de problème, hein, parce qu'il était très gentil, on a rapidement décidé d'essayer de le placer dans une famille. En se disant que bon, il serait plus choyé au sein d'une famille qu'ici, dans le niveau de l'institution, où il y a quand même, ils sont nombreux, donc on ne peut pas faire des soins personnalisés très approfondis. Donc, il y a eu une tentative de placement en 83 qui a échoué. Il a jamais voulu rester dans la famille. Donc, on l'a ramené, hein, on ne l'a pas forcé, bien sûr. Et puis après, le temps a passé et puis ça nous est revenu à l'idée en 88 où on a fait un nouvel essai de placement dans une famille, quelques jours. Et puis ça n'a plus été rapidement, il a manifesté son mal-être. Hein. Et donc on est allé le chercher, on l'a rapatrié. Et donc en 94, on l'a placé là en maison de retraite et là il y est resté et jusqu'à son décès. Donc l'hôpital est vaste, hein. Il y a beaucoup de pavillons. Il y a eu beaucoup de malades dans cet hôpital qui est un hôpital départemental. C'était ce qu'on appelait les asiles. Dans les années 1800, hein, il a été construit. Alors il y avait un vieil asile qui a été démoli, que je n'ai pas connu.
Et l'hôpital a abrité de très nombreux patients. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais je pense qu'il y a eu plus de 1000 patients dans cet hôpital. Et qui souffraient de quoi, ces patients? Pathologie mentale. Alors, il y avait les indigents aussi, parce que dans la mission d'asile, autrefois, il y avait une notion de recueil des indigents. Hein. C'est-à-dire que finalement, nos SDF d'aujourd'hui, qui sont dans les rues et pour lesquels on a des foyers d'insertion et tout ça, eh bien, ces hôpitaux-là avaient cette fonction, hein, en quelque sorte, hein, une fonction d'asile et d'hébergement. Donc, il y avait essentiellement quand même des gens qui présentaient des troubles. Hein, donc, il y avait des épileptiques, enfin, il y avait toutes sortes de populations, hein, des grands psychotiques, des maniaco-dépressifs, des alcooliques. On pouvait trouver vraiment tout type de personnes. Hein, et dont certaines ressortaient quand les états étaient améliorés, et dont d'autres, vu qu'il n'y avait pas de traitement, eh bien, ils restaient hospitalisés. Ils restaient donc hospitalisés très longtemps, voire à vie. Et avec Manu, il y avait quelque chose à faire, hein? Non. Ce que je sais, c'est que cette pathologie était acquise. Vous dire, il n'était pas, c'était pas un malade au sens propre du terme. C'est quelqu'un qui avait visiblement un problème physique de par sa taille et sa morphologie, hein, puisque il ne devait pas faire bien plus d'1m45, ce qui est quand même tout petit pour un garçon, même s'il était de 27, donc d'une époque où on est plus petit que maintenant. Hein, et donc je pense qu'il y avait quand même quelque chose d'acquis là. Bon, après ces troubles, le fait qu'il ne parle pas, le fait qu'il ait un niveau intellectuel très bas, vous dire d'où ça vient, moi je ne saurais pas vous dire. Mais par contre, il comprenait les choses simples, il les entendait parfaitement. Hein. Par exemple ? Je ne sais pas, si on lui disait va te laver les mains, il savait ce que c'était que d'aller se laver les mains. Bon, il ne pouvait pas se doucher tout seul. Il avait des problèmes d'équilibre quand même, donc il avait du mal à effectuer sa toilette ou des grandes marches. Il fallait quand même faire attention dans les escaliers, des choses comme ça. Mais sur des ordres simples, il comprenait, hein, il était adapté, nous, au niveau de notre institution et de cette petite vie tranquille, hein, finalement, qu'ont ces gens-là, il était tout à fait adapté. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à le placer ailleurs, parce que justement, il était ritualisé dans cette vie et que ça lui convenait. C'était un petit peu comme à la maison finalement, sauf qu'il n'avait pas cette place privilégiée puisqu'il n'était pas tout seul, mais il était ritualisé. Il savait que le matin, on se levait, on déjeunait, on s'habillait, on se douchait, enfin bon, tous ces rites étaient complètement acquis et organisaient sa journée. Bonjour. Il était là, Manu. Pavillon Régnier. Régnier, voilà. D'accord. Si vous voulez, on va passer sur le côté. Ferme la porte. Ferme la porte, vous allez avoir froid. Tiens, matin. Oh, Patrick. Ça va? C'est l'autre main pour dire bonjour. 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 Attends. Et doucement, les gars. Doucement. Ah non, mais pas aujourd'hui, Patrick. Pas aujourd'hui. Ah, il y avait une autre famille. Moi, il faut que je la trouve, la famille. Tu sais qu'on avait peiné? Bonjour. Ils sont muets, ce monsieur. Oui, mais tu sais, l'autre fois, j'avais peiné pour trouver une famille. Alors là, ça sera pas facile non plus pour en trouver une autre. Hein? Mais on cherchera. Eh ben, je cherche où je peux. Hein. 100%. Pourquoi 100%? Bon, on verra. On verra. Tiens, c'est matin. C'est moi qui fais tout ce bruit.
Viens voir là. Bonjour. On va. Ah, oui. Tu nous la rends. Attends. Elle l'a pas connu. Donne. Alors, je t'explique. Ouais, Les gens de la radio. Vous me connaissez? Bonjour. 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 D'accord. Merci bien alors. Non, mais c'est Elle m'a piqué la son photo. grand-oncle. Bonjour. Elle m'a piqué la photo. C'est un ancien patient. Et alors, elle se demande si les vieux de la vieille le reconnaîtraient sur la photo. D'accord. Voilà. Donc, on ferait un test. Mais elle m'a volé la photo. Ah, d'accord. Claude. Bon, bah, elle est déchirée alors. Hein. Ah, mais non. Le matin. Fallait me le dire tout de suite, elle m'a volé la photo. Mais je l'ai dit, mais je ne dis pas. Je chercherai. La photo est déchirée. Montre-moi cette photo tout de suite. Elle l'a rendue, ça y est. Elle doit être dépioter. Oui, c'est dit oui. Qu'est-ce que tu me dis là? Sur mon père, Ah non. Parce que c'est pas bien là-bas. C'est pas bien pour toi. Et sur mon tonton, je vais aller. Ah ben ton tonton, il faudra qu'on lui demande s'il est d'accord. Je suis. On verra tout ça. Il y a Hein? une ferme à Moulin, dans la ferme. Bah, des fermes à Moulin, il n'y en a pas beaucoup, non. Autour. Là-bas. Autour, il y en a des fermes. Et c'est où une ferme Écoute, comme ça, je sais pas. Il faut qu'on cherche. À Saint-Poussin. Peut-être. Ouais. Peut-être. Je ne sais pas. On verra. Hein? Et toi, tu fais mon synthèse. C'est bon, on chercherait. Après, tu as mon synthèse. Ouais, t'es trop fort. Elle est intacte. C'est à Saint-Poussin. Ah non. Elle est pour nous la photo. Alors, vous me suivez? Et tu as le karaoké. Bonjour. Je vais là-bas. Il n'est pas là-bas. Mais tu l'as pas connu, toi, Steph, Manu. Marius Lamouche. Tu l'as pas connu. Lui, il est parti donc en 94. 94. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée en 96. Non. D'accord. Elle aime Maman, bien les photos. Et après, Tu m'as demandé une fois, j'ai bien compris. C'est pas la seule de demander. C'est Elle l'a pas connue. Non. Elle était pas là. Elle a arrivé il n'y a pas longtemps. Ouais. après, Non. Attention. Non. Elles sont précieuses ces photos. C'est les seules que j'ai. Non, et Claude. Non. On te les donne pas. Elles sont à la dame. Ouais, chef. Regarde. Lui, il a fait ça sur la tête. Bonjour, monsieur. Regarde. Tu le connais, le monsieur, là? oui. Ah oui, bah, tu peux pas regarder la photo, alors tu peux... Claude, tu touches pas. Maman. Oui. Tu le connais, le monsieur, là? Oui. Oui, mais non. Non, il regarde pas. Et Bibi. Non. Maman. Bibi. Il a vécu ici en fait. Il a habité ici. Bonjour. Ouais, ici. Il était ici avant. Et où? Ici. Dans votre maison. Non. Elle aime les photos. Hein. Rangez-les. Claude, sois gentil. Bibi. Hop. Au revoir. Au revoir. Et vous, ça vous a jamais effrayé? Il faudrait s'en aller parce que... il va nous- Tu restes là, Claude. T'as le droit de sortir? Oui, Claude, la file. C'est ça, il passe. Non. Allez, va te promener. Ça va, Jean-Luc? Oui, ça va, Jean-Luc. Tu dis bonjour à papa? Oui, quand je le verrai, je lui dirai bonjour. Et tu dis à mon tiens, nous un peu un son.
Tu dis bonjour à papa, va, tiens. Oui, je dirai bonjour de ta part. D'accord. Allez, va te promener. Tu me laisses. Oui, je t'ai promis, je te trouverai une famille. Tu lui as dit? Bon. D'accord. Allez, va. J'étais avec un copain. J'étais en terminale ou en hypocagne à l'époque, je me souviens plus très bien, c'était pendant les vacances. Et ce copain m'avait raccompagné en voiture chez le grand-père. Et à l'époque, le grand-père habitait déjà au bourg. Et quand on est arrivé, Manu était assis près du portail. Et mon copain m'a dit, c'est l'idiot du village. Et moi, je lui ai dit, j'ai l'honneur de te présenter mon oncle. Mais l'image, je m'en souviens à cause de ça, parce que je ne l'avais jamais encore vu comme l'idiot du village. C'est la première fois pour moi qu'on prononçait ces mots-là le concernant. Pour moi, il n'était pas du tout l'idiot du village. C'était une sorte de personnage qui faisait partie de la maison, qui était toujours dans le champ de vision, qui était toujours présent, mais jamais pesant, je dirais, parce qu'il ne demandait rien, en fait. Il vivait tranquillement, et puis c'est tout, pourvu qu'on lui donne à manger. Mais c'est vrai que ce jour-là, je me suis rendu compte du regard que quelqu'un d'autre pouvait porter sur lui. C'était vraiment la première fois. Et j'avais donc à peu près 18 ans, quoi. D'une façon un peu maladive, je n'aime pas qu'on fasse du mal aux faibles. C'est ça qui me... Je crois que c'est le fait d'avoir été longtemps avec lui, c'était le faible par excellence. Hein. Et on ne lui faisait pas de mal, personne ne lui faisait du mal. Mais ça pouvait arriver par hasard, qu'il se fasse mal. C'était trop difficile de le voir souffrir, de voir souffrir quelqu'un qui n'a pas de répondant, qui n'a pas de... Donc je crois qu'il m'a apporté cela avec une grande tolérance à ce qui est différent, aux gens qui mentalement n'ont pas achevé leur évolution. À son enterrement, il y avait la famille, tous les gens de la famille restants, au moins leurs représentants masculins quand il y avait des couples, et puis il y avait des gens du village. Et pourtant, il avait quitté le village, il est décédé en 99, et il avait quitté le village en 81. Et il y avait ma camarade de communion qui était là, qui était venue. Et il y avait des commerçants. Alors simplement, ce qui était un peu bizarre, c'est que le curé n'était pas disponible. Il n'y a plus de curé dans les campagnes. Donc c'était des laïcs qui assuraient la cérémonie. Bon, une cérémonie un petit peu aseptisée, un petit peu... mais très digne, très, très respectueuse. Et je dois dire que je me suis censurée un peu bêtement, sans doute, mais je n'avais pas trop envie non plus. Il y a très longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans ce village, et puis c'est difficile à faire, tout simplement, ce genre de choses. J'avais envie de prendre la parole pour dire juste une chose, et c'était: Manu m'a appris définitivement pour toute ma vie la tolérance. C'est tout. Sans emphase, mais parce que c'est vrai. Parce que vivre avec quelqu'un comme ça tout le temps, et ça suppose des choses désagréables.
quand il fallait le raboutonner après qu'il ait fait ses besoins, quand il se relâchait un peu et que contrôlait pas certaines choses, ça n'était pas facile, et pourtant c'était naturel, c'était quotidien, ça n'avait rien d'affreux, et il n'était pas comme les autres, et pourtant toute mon enfance je l'ai vécu comme quelqu'un de normal, enfin pas de normal, mais comme un être humain, et pas l'idiot du village. Voilà. Et ceux qui étaient présents à son enterrement, qu'est-ce qu'ils se disaient ? J'ai pas beaucoup de souvenirs. Alors là aussi, c'était étonnant parce qu'on nous a fait suivre le corbillard, et le corbillard roulait lentement. Donc on a fait le trajet de la ville jusqu'au village où est le cimetière, où il a passé toute sa vie, en fait, hormis les années, du moins du vivant de mes grands-parents. Et on a beaucoup parlé à ce moment-là, on a beaucoup parlé de lui, on s'est rappelé des tas de souvenirs de lui et de notre enfance, en fait. Parce qu'encore une fois, il a symbolisé d'une certaine façon notre enfance. C'était je vais prononcer un mot un peu à la mode, mais c'est c'est un peu une icône, mais au sens une image, une représentation. C'était ce qu'il y avait de plus modeste et de plus, on peut même dire humble, de plus triste, et en même temps ça n'a jamais été vécu comme tel. Ça n'a jamais été l'idiot du village pour nous, en tout cas pour moi, et du coup il a été paré, il s'est retrouvé, mais justement parce qu'il se prêtait, il était complètement malléable. C'est-à-dire qu'il est devenu notre enfance d'une certaine façon. Il est devenu une certaine image de notre enfance, tout ce qu'il y avait de simple. Les complications, c'était pas lui. Les complications, c'était toutes les autres histoires de famille, mais ce n'était jamais lui. Ce n'était pas une complication. Et pourtant, dans la vie de mes grands-parents, ça a été certainement difficile, très difficile, au quotidien. Mais il n'a jamais été question de le placer ailleurs. Et bon, alors moi j'étais très cynique par rapport à ça, par rapport à ma mère par exemple. Ma mère, je l'ai vue pleurer parce que les voisins avaient dit que à la mort de mon grand-père, elle s'empresserait de le placer quelque part. Mais il était évident qu'elle ne pouvait pas faire autrement parce qu'elle travaillait. Et puis la vie décide, et la vie a décidé que ma mère décéderait à 53 ans et que le problème ne se poserait pas du tout de cette façon-là. Vous avez eu des nouvelles de lui après la mort de son père ? Oui, régulièrement, parce qu'il était placé à Moulins au centre... dans un hôpital psychiatrique. Au centre hospitalier spécialisé. Ouais, et on avait de la famille, on avait de la famille qui travaillait, et régulièrement des nouvelles. Régulièrement, on avait des nouvelles. Puis ensuite, il est parti, il me semble, dans le sud du département. Où ça je sais pas si c'est pas Saint-Pour-Saint-Choul ou enfin voilà. On a eu moins de nouvelles. J'en avais un petit peu des nouvelles par Yves, mais quand je le voyais, mais pas souvent. C'est vrai que après, on ne pouvait pas aller le voir de toute façon. On aurait été content de le rencontrer, de l'apercevoir, mais du fait qu'il ne pouvait pas s'exprimer, quoi faire, quoi lui dire, si c'est lui serrer la main. Et il vous a manqué quand il est parti ? Oui, ça fait un trou. Oui, parce que on était bien habitués. Mais bien sûr que on y pensait toujours. On a dit quand son père va décéder, qu'est-ce qu'il va devenir ? Il va aller où ? Son père s'inquiétait d'ailleurs.
Mais plusieurs fois, moi, il m'en a parlé. Quand je serai plus là, Manu, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est ça, ouais. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'époque où il était dans le grand hôpital psychiatrique, où il n'avait rien à faire, mais bon, c'est une autre histoire. Je l'ai trouvé en train de se balader, il y avait un immense parc, je l'ai trouvé en train de se balader, je suis allée le voir, je l'ai embrassé et il reconnaissait, il était content. Il était content, il reconnaissait, il faisait la bise. Et puis bon, comme il n'y avait pas de conversation possible avec lui, bon, quand on lui avait fait la bise, qu'on avait dit 2 ou 3 mots gentils, mais je crois que c'était plutôt le ton qui comptait, ben, il partait, il est parti. Voilà. C'est le dernier souvenir conscient que j'ai de lui, c'est qu'il soit parti. Ça a été ensuite pour moi un remords, parce que c'est vrai que les occasions d'aller le voir, aller le voir, c'était un peu pénible en un sens, parce qu'on avait l'impression de ne pas vraiment communiquer avec lui, ce qui a l'air contradictoire avec ce que je viens de dire. Mais c'est difficile quand on a quelqu'un dont on a l'impression qu'il ne vous reconnaît pas. Il reconnaît une présence amie, mais il ne vous reconnaît pas vous Enfin, vous n'êtes pas sûr qu'il vous reconnaît vous en tant que tel, parce qu'il nous a jamais appelés par nos noms, par exemple. Il a appelé papa, maman, mais c'est tout. Il n'appelait pas les gens par leur nom. Il venait près d'eux et puis il les touchait, il disait un ou main, tout le temps. La dernière fois où tu l'as vu, tu t'en souviens? C'était quand? C'est je ne sais rien. À l'hôpital. Si, il m'a reconnu quand même, mais c'est tout, quoi. Il n'a pas cherché à... Il était malade? Non, pas spécialement malade, mais enfin, il était quand même... c'est sur la fin, comme diminué quand même un peu, quoi. Et puis c'était pas son environnement, quoi. Ça a changé tout, quoi. Il était plutôt perturbé, si tu veux, du fait d'être avec... Enfin, je crois pas qu'il soit été malheureux, hein. Il était nourri, il était soigné, au point de vue hygiène, il était suivi, quoi. Je sais pas. La dernière fois, je l'ai vu, il était malade à l'hôpital. Il était tombé du lit, d'ailleurs. Il avait eu, je crois, comme un genre d'attaque. Et puis, il était couché. C'est la seule fois qu'on l'a vu malade comme ça, en somme. Il avait un bandeau, je crois qu'il avait mal à sa tête aussi. C'est tout le souvenir que j'en ai. Mais on ne sait même pas bien comment il a fini. Hein. Ah non. Il est tombé, il a dû tomber du lit et il s'est cassé. Il a dû se casser l'épaule ou je sais pas quoi. Puis c'est là, ça n'a pas été loin. Après, il n'a pas pu s'en remettre. Mais sa mort, on ne sait pas exactement. Hein. Ouais. D'ailleurs, je ne me souviens même pas qu'ils ont averti le premier. C'est tout ce qu'on peut dire un peu. Oui, parce que Manu, c'est sûr. On l'a connu longtemps, quoi. Parce que toujours on disait oh, Manu viendra pas vieux, puis total. Il est mort, il a eu un problème cardiaque. Il a toujours eu le cœur très faible. Enfin, très faible, très fragile. Et les médecins disaient qu'il ne vivrait pas vieux. Or, il a quand même vécu jusqu'à 72 ans. Et il s'était cassé un bras. Et donc le choc opératoire, il n'a pas supporté. Il s'est passé une chose extraordinaire lorsqu'il est mort. Je me souvenais de la mort de ma grand-mère, qu'on avait d'ailleurs mise dans le lit dans lequel il dormait d'habitude, mais qui était en fait le beau lit de mes grands-parents. Et ma grand-mère, c'était à la maison.
C'était solennel, très triste. Là, c'était très différent puisqu'il était dans un funérarium moderne, aseptisé, etc. Alors surtout, une chose extraordinaire, quand on est arrivé, je n'avais pas vu de mort depuis ma grand-mère. Et quand on est arrivé dans cette espèce de cellule, il était là. Et ce n'était pas le même homme. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment, je préfère, à vrai dire, ne pas savoir, on l'avait redressé, parce qu'il était complètement cassé en deux à la fin de sa vie. On l'avait redressé, et tout d'un coup, j'ai eu devant moi l'image de l'homme qu'il aurait pu être s'il avait eu une vie normale. Il ressemblait énormément à son oncle maternel. Il avait l'air d'un paysan, comme j'en ai vu toute mon enfance. Et il avait l'air évidemment très respectable, très calme, très paisible. Et la mort l'a rendu à une espèce de normalité. Alors ça, c'était totalement fascinant. C'est là que j'ai déposé le petit flacon d'eau de Cologne dans le creux de son blouson et que je l'ai embrassé sur le front. Et c'était pas vraiment facile parce que, comme je le disais, le contact avec la mort n'est pas si fréquent. Mais je l'ai fait, peut-être parce que c'était un respect minimum. Et parce que, quelque part, c'est une façon de dire au revoir au revoir à mon enfance. Adieu, je ferais mieux de dire. Bon. C'était impressionnant. Pourquoi de l'eau de Cologne ? Pourquoi de l'eau de Cologne ? Parce qu'il adorait l'eau de Cologne. Il adorait l'eau de Cologne. Quand on lui faisait sa toilette, c'était une grande opération, un peu compliquée, parce qu'il n'aimait pas ça. Il adorait qu'on lui mette de l'eau de Cologne. Il l'a réclamé. Et c'était sa récompense. À 50 ans, je dirais une chose un peu idiote, mais enfin, il faisait un peu adolescent. Ou à 55 ans. Et quand il est mort, donc il avait 72 ans, son cadavre, si je puis dire, était jeune. Il faisait jeune. Il faisait jeune et sans comment dirais-je, une forme d'angélisme un petit peu, une forme de... Il semblait, malgré sa difformité, d'être un ange. Manu, une émission de Swat Ketani. Avec Henri Baptiste, Françoise Péchereau, Monique Pinault, Yves Pinault, Madeleine et Jean Guipon, Marie-Claude et Lucien Prieur, Patricia Prieur, Françoise Martin, la famille Armel et le docteur Dacné. Groupe de réalisation, Claude Niort, Thomas Duterre.
Voilà.